Madame, monsieur, de nouveau, bonjour. Je dis de nouveau parce que vous aurez remarqué qu'avec la tenue, le lieu, les vidéos des sujets 9, 2 et 3 sont tournées le même jour. Rassurez-vous, je me change de temps en temps et même parfois je me douche. Donc, aujourd'hui, trêve de plaisanterie, il s'agit d'une présentation, d'une vidéo sur mes conseils méthodologiques et pédagogiques sur la manière de travailler la procédure civile. Alors, tous les conseils que je donne sont applicables que vous soyez à l'université pour préparer la matière pour vos partiels ou pour l'examen du CRFPA, voire d'autres épreuves, puisque j'ai fait un petit peu le tour de l'ensemble des examens. En règle générale, les conditions sont les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est en général la durée de l'épreuve, tout en sachant que, me concernant, du coup, je ne vous donne des conseils méthodologiques que sur la résolution d'un cas pratique. En tant que praticien, c'est bien normal. Il n'est pas impossible qu'en fonction de certains des concours ou des examens que vous passez, vous ayez des dissertations ou des commentaires d'articles, voire des commentaires d'arrêt. Donc cette vidéo n'a pas vocation à donner des conseils méthodologiques par rapport à ces exercices-là. Maintenant, ce n'est pas impossible d'en faire une plus tard avec l'intervention d'autres confrères ou d'autres intervenants. Aujourd'hui, présentation donc de la méthodologie qui m'a été enseignée et qui a porté ses fruits, puisque la procédure civile depuis est une matière qui m'intéresse, pour ne pas dire qui me passionne à certains égards. L'objectif étant de mêler mon expérience de chargé de TD et donc le volet universitaire avec l'expérience praticienne de l'avocat que je suis depuis quelques années. Première chose, la plupart d'entre vous êtes étudiants par définition. Vous avez donc accès soit sous un format numérique avec votre espace numérique de travail, soit grâce aux bouquins, à toute une catégorie de sources universitaires pour réviser la matière. Je ne vous conseillerais pas un ouvrage plus qu'un autre, un auteur plus qu'un autre, dans la mesure où en réalité il faut que chacun trouve l'enseignement ou l'enseignant ou l'ouvrage qui lui correspond. Certains vont apprécier, c'est mon cas par exemple, la manière dont sont rédigés les Memento, Francis Lefebvre, sur la procédure civile. Le bouquin de Loïc Cadier est très bien aussi. Pour ma part, enseignant à Bordeaux, sous la responsabilité de Madame Bergeau, il y a son bouquin aussi qui est assez bien fait. Clairement, l'objectif n'est pas de multiplier les sources. Ça ne sert à rien d'avoir et le Cadier et le bouquin de votre prof de fac ou de l'IEJ, d'avoir le Lefebvre, d'avoir le Dalloz. Concrètement, prenez un bouquin. Vous prenez un bouquin et sur cette base-là, vous travaillez votre cours en parallèle avec le cours de votre fac ou de votre IEJ, puisque la vidéo ici a plus vocation à préparer les étudiants pour leur partiel ou l'examen du CRFPA. Mais concrètement, je conseille plus un ouvrage qui vous correspond, qui n'est pas pour vous imbuvable, qui se lit facilement et auquel vous arrivez justement à simple lecture à comprendre la façon dont les notions vous sont exposées. Et ensuite, après, derrière, vous avez un travail qui est essentiel. C'est un travail de veille d'actualité juridique dans la matière tout au long de l'année. Je dis tout au long de l'année ou tout au long de l'été, mais il va falloir revenir sur l'année écoulée de jurisprudence pour actualiser vos connaissances, puisque les ouvrages, par définition, ne sont pas actualisés au jour J de l'examen, même s'il y a toujours un délai. L'examen du CRFPA notamment n'est pas réalisé 3 jours avant l'épreuve. Mais il faut quand même considérer que les jurisprudences qui sont tombées en juillet-août, concrètement, elles peuvent vous servir, que ce soit d'ailleurs en procédure civile ou dans les autres matières que vous allez passer dans vos examens. Si je pense par exemple au grand oral, il vous faut une actualisation de toute l'année jusqu'au dernier moment. Donc prenez l'habitude, prenez le pas et outre les bouquins que vous avez, vous devez impérativement faire une veille juridique. Encore une fois, avec votre espace numérique de travail, vous allez soit sur Dalloz, vous allez sur LexisNexis, que sais-je encore, et vous assurez de ne pas rater les arrêts qui sont importants. En tout état de cause, puisque vous faites une matière pratique, et en l'espèce la procédure civile, il y a une Bible de toute façon que vous devez avoir, évidemment, c'est le code de procédure civile. Alors concrètement, le bleu, le rouge, chacun sa couleur. Il est vrai, je ne vais pas vous mentir, que certaines jurisprudences figurent dans l'un et pas dans l'autre.
Est-ce qu'il vaut mieux acheter les deux? Écoutez, moi, j'avais eu ce luxe de pouvoir me le permettre quand j'ai passé mes épreuves du CRFPA, donc j'avais les deux. Le problème, c'est que les méthodes que je vais vous donner après, j'ai dû l'appliquer sur les deux. Donc, ça prend du temps. L'avantage, c'est que plus on fait les choses, plus on les retient. En tout cas, c'est mon avis. Donc, autant vous dire que effectivement, je pouvais aller à l'examen avec uniquement mon code. Je n'avais rien besoin d'autre. Il n'en demeure pas moins que si vous en êtes uniquement au début de vos révisions, ça peut être quelque chose de chronophage. On est en mai, l'examen c'est en septembre. Donc derrière, il faut bien que vous fassiez comme vous pouvez. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec le code rouge. Concrètement, ça ne change strictement rien à tout ce que je vais vous donner comme conseil. Outre le code, vous allez voir comment je l'avais utilisé et comment on m'a appris à l'utiliser pour réussir l'épreuve. Vous allez devoir vous baser nécessairement aussi sur les conseils qu'on vous aura donnés soit en cours pour ceux qui passent leur examen. Ça veut dire par exemple que si le prof il considère que sur telle jurisprudence la Cour de cassation a tort, vous allez considérer que la Cour de cassation a tort. On n'est pas là pour vous demander de réinventer le droit. Vous allez devoir vous conformer à l'état d'esprit et à la vision de la matière de votre professeur. Ça marche pareil pour l'IEJ, non pas pour comprendre les arrêts ou les différentes notions, puisque là, les IEJ maintenant sont liés par un examen qui est national. Donc, vous devez essentiellement vous référer aux conseils pédagogiques et méthodologiques qui vous sont enseignés dans vos IEJ, qui ont quand même un recul maintenant, avec la réalisation de l'épreuve nationale du CRFPA notamment. Donc, vous devez quand même faire avec les conseils qu'on vous donne. Ça me permet de faire le lien avec justement les prépas privés. Comme je dis toujours à mes étudiants, il ne faut pas se priver d'une prépa privée si on en a les moyens, clairement. Non pas parce que les IEJ ne vous forment pas assez bien. Le seul bémol que je pourrais donner à l'IEJ, c'est de ne pas vous entraîner suffisamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'entraînement régulier. Maintenant, il faut aussi faire en fonction de votre avancement dans les révisions. Il est certain que commencer dès le mois de septembre par 10 cas pratiques de procédure civile, de procédure pénale pour ceux qui prennent la procédure pénale et les autres matières sur le fond, quand en fait les étudiants ne sont pas encore prêts et qu'ils n'ont pas encore révisé les matières, c'est un peu inutile. Donc c'est en soi une fausse critique, mais il n'en demeure pas moins que quand on arrive au mois de juillet ou au mois d'août et qu'on a fait entre guillemets que l'IEJ, eh bien on se retrouve avec entre 7 et 10 entraînements, ce qui est trop peu pour pouvoir aborder l'ensemble de la matière, et je ne parle que de la procédure civile. Donc les prépas privés, si vous pouvez en faire une, c'est bien. J'en avais personnellement fait une, on verra plus tard dans les vidéos s'il y a lieu d'en conseiller une plus qu'une autre, mais j'en avais fait une et à distance, et ça avait très bien marché. La seule chose, c'est que ça impose d'avoir une rigueur dans le planning de révision qu'on se fixe. Donc à ce titre-là, encore une fois, pour les étudiants qui passent leur partiel, la problématique est différente. Il n'empêche que c'est un conseil qui fonctionne malgré tout, mais qui s'adresse essentiellement aux étudiants du CRFPA. Pour ma part, et c'est quelque chose que j'ai toujours conseillé aux étudiants que j'ai conseillés par la suite et qui aujourd'hui sont des confrères, j'ai tendance à penser que ça a pu fonctionner un petit peu avec eux aussi, l'idéal c'est quand même de se faire un planning de révision et un calendrier. Moi personnellement, j'avais découpé mes semaines de révision entre le moment où j'ai commencé, à savoir le mois de janvier et le mois de septembre. Chaque semaine était dédiée à une matière en particulier. Donc du lundi au dimanche, je faisais une matière en particulier avec la réalisation de mes fiches, le fait de réaliser des entraînements et le fait de faire une veille, une actualité juridique. Je me gardais toujours une demi-journée minimum dans la semaine pour déconnecter complètement. Parce que le CRFPA notamment est un marathon. Il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément l'examen le plus dur. Il y a eu encore dernièrement des débats sur Twitter sur le fait de savoir si par exemple le droit des obligations au CRFPA est du niveau Master 1 ou du niveau Licence 2. Il est vrai que vos enseignements en droit des obligations, en général, ils s'arrêtent en L2. Vous ne le voyez plus en L3 ni en Master 1, sauf éventuellement les masters que vous choisissez. Si on enseignait le droit des obligations en Master 1, on vous dirait que le niveau du droit des obligations au CRFPA est de niveau Master 1. Bon. Outre ce débat, je considère que ce n'est pas l'examen le plus difficile. En revanche, comme tout examen ou concours, la difficulté, c'est d'apprendre tout de manière efficace et, si possible, pas en un temps restreint. Je ne suis pas du tout partisan de ceux qui considèrent que le mois de juillet et le mois d'août, ça suffit. Vous y accumulez du stress, de l'angoisse et de la fatigue, de tout faire uniquement le mois de juillet et le mois d'août, sauf à ce que vous ayez déjà tout prêt avant, ou que vous soyez un génie. Il y en a qui arrivent à faire le concours du CRFPA et de l'ENM en même temps et qui ont le luxe de dire je sais pas, je choisis celui que je veux. Moi, je pars du principe que ici, tout le monde a une vocation, c'est vouloir devenir avocat. Comment je fais pour réussir?
le travail. Il n'y a que le travail qui compte et un travail de longue haleine. C'est un marathon, c'est pas celui qui ira le plus vite, c'est celui qui sera le plus efficace. Parce que même une fois qu'on a passé les écrits, il faut quand même toujours se motiver pour bosser les oraux, alors même qu'on n'a pas encore ses résultats. Et il n'y a rien de pire que ceux ou celles qui se disent je l'aurai pas, on arrive au résultat écrit, ah je l'ai, mince, lettre tirée au sort, je passe demain. Donc il faut être prêt. Moi, dans mon idéal, tout est fiché, à minima, tout est fiché à la fin du mois de juin. De sorte que le mois de juillet et le mois d'août doivent être uniquement des mois de révision, d'entraînement. Je fais des cas pratiques, je fais des cas pratiques, je fais des cas pratiques. Procédure civile, note de synthèse, etc. Je refais celle de l'IEJ, je fais celle de ma prépa privée. Je fais les entraînements que je vous donne sur mon site internet. Tout est bon pour commencer à s'entraîner, et plus on s'entraîne, plus on acquiert de l'expérience du cas pratique et mieux on arrive à les aborder et à les rédiger. Ça, je vais y venir à la fin. Donc ce planning de révision, pour moi, il est essentiel parce que ça vous donne un cadre, puisque l'IEJ n'est pas aussi cadrant que lorsqu'on était soit au lycée, soit à la fac, parce qu'on n'a pas de planning. Les IEJ vous donnent une audience, un TD ou une séance de correction à telle date, mais entre-temps, il peut se passer 3 semaines où vous n'avez vu personne. Donc concrètement, la discipline, c'est quelque chose qui peut être salvateur dans la mesure où vous êtes livré à vous-même et que vous n'avez pas forcément la possibilité de travailler à plusieurs parce que soit vous n'avez pas choisi les mêmes matières ou alors vous vivez dans le trou du cul du monde, comme on dit. Donc tout ça, ça me permettait moi d'avoir un cadre et de savoir que telle date j'allais faire ça. J'avais non seulement un cadre au quotidien, mais j'avais aussi une vision de comment j'allais faire mes révisions dans toutes les matières. S'agissant de la procédure civile, j'ai souvent conseillé, puisque ce n'est pas les premières vidéos que je fais, excusez-moi, j'ai souvent conseillé à mes étudiants de faire des fiches thématiques. Ça ne sert à rien de prendre n'importe quel bouquin que je vous ai montré tout à l'heure ou d'autres livres et de les ficher comme des idiots de la première page à la dernière en vous disant c'est bon, j'ai tout fiché, je sais tout, tout est dedans, je ne me fonde que sur mes fiches. C'est quelque chose qui est totalement inutile quand on fait un cas pratique. Pour la simple et bonne raison que dans un cas pratique, on ne vous demande pas d'étaler votre science. On ne vous demande pas de réciter votre cours. Ça va se voir. Ça va se voir et on va sacrément vous lourder si on a l'impression qu'en fait vous ne faites que recracher votre cours sans même l'avoir compris. Le cas pratique, il a vocation à démontrer aux correcteurs, magistrats, avocats, universitaires, que vous avez compris et que vous savez appliquer. C'est important. C'est ça qu'on vous demande dans un cas pratique. On ne vous demande pas d'étaler votre science, on vous demande d'être efficace. Du coup, les fiches thématiques, elles étaient assez simples dans la manière dont je les avais réalisées moi pour ma part. C'était des fiches donc par thème, avec par exemple, première fiche, assignation. Tous les fondements, les définitions, les irrégularités qui peuvent être inclus dans une assignation, comment je les sanctionne, à quel moment du procès ça intervient. J'avais pas de définition historique, j'avais pas de comparatif, il se passait quoi en 1872, qu'est-ce qui se passe maintenant, tout ce qui doit comparer ou je ne sais quoi, la comparaison avec la requête. Je n'avais rien d'autre que ma fiche sur l'assignation. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert. Voilà, point. Et ça, c'était pour chacun des thèmes. Il y avait l'assignation, j'avais bien sûr, après, il fallait aussi réunir pour éviter d'avoir non pas un bouquin, mais un bouquin de fiches. Il faut aussi être efficace. Mais j'avais ensuite une fiche sur vice de fond, vice de forme, avec un schéma pour comparer le régime de chacun. Ça, les schémas, c'est très important, notamment pour ceux qui ont une mémoire visuelle, ça permet quand même de clarifier les choses énormément. Et donc, outre les fiches thématiques que j'avais fait sur chacune des notions qui étaient importantes dans l'année, que j'avais vues du coup, soit en cours, soit à l'IEJ, j'avais également fait une frise chronologique. J'ai eu ce débat là très dernièrement sur Twitter avec des étudiants. La frise chronologique, elle est importante. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous ne devez jamais oublier qu'un procès, c'est quelque chose de vivant. Vous avez un début qui commence par l'acte introductif d'instance. Ça sera une assignation, ça sera une requête conjointe, peu importe. Mais vous avez un début et vous avez une fin. Vous avez un jugement, puis un appel, puis éventuellement un pourvoi. Si ce n'est pas l'appel, ça peut être l'opposition, la tierce opposition. Vous avez des recours. Et en fait, vous devez arriver à la fin de votre litige avec une décision irrévocable. Point. Entre les deux, il peut se passer énormément de choses. On peut vous faire voyager partout dans un cas pratique de procédure civile. Et clairement, le fait d'avoir une frise qui vous permet de comprendre qu'il y a différentes étapes, ça permet une chose essentielle que j'ai traduit moi dans mon code de procédure civile, mais j'ai rien inventé, je ne vais pas déposer un brevet, on me l'a appris avant. Ça permet
en fait, une fois que je sais, j'ai lu mon cas pratique, je vois, alors attends, il y a un juge de la mise en état qui a été désigné, ça veut dire que là, a priori, on va peut-être pas m'interroger sur l'assignation, puisque j'en suis à la mise en état, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas me demander quoi que ce soit sur la procédure d'appel. Donc, ça veut dire que moi, dans ma tête, je ne vais certainement pas aller utiliser des notions qui concernent la procédure d'appel ou des articles qui concernent la procédure d'appel, donc 900 et suivant, si je schématise, alors que je suis au niveau de la mise en état, c'est-à-dire 760 et suivant, etc., 770. Donc, ce sont des repères. Votre frise chronologique va vous donner en même temps les repères chronologiques dans votre code. Parce que c'est un des codes qui est quand même le mieux fait. Je ne peux pas vous dire que j'utilise tous les codes de la planète, ni même tous les codes de la matière juridique française, mais pour avoir enseigné aussi, par exemple, en droit fiscal, autant vous dire que le code de procédure civile est beaucoup mieux fait que le code général des impôts ou, par exemple, que le code de procédure pénale que je pratique du coup dans mon exercice professionnel. Le code général des impôts, rien que le nom des articles peut donner des boutons à certains. L'article 1352 ter des quies en 3, ça peut être vite imbuvable pour les personnes qui n'aiment pas les chiffres et le latin. Et le code de procédure pénale, l'enfer pour lui, c'est que vous avez dans un même article une référence à une quarantaine d'autres articles qui eux-mêmes font référence à d'autres. Bref, c'est horrible pour aller chercher des informations. Le code de procédure civile est très bien fait parce qu'il est très simple et il contient beaucoup de définitions. Si je prends l'exemple de l'assignation, vous avez l'article 55 du code qui vous donne la définition de l'assignation. Je n'ai pas besoin de l'apprendre par cœur. Le code me la donne, la définition. Donc, une fois que j'ai ma frise chronologique, je dois avoir en tête que, en fonction du moment où je suis sur ma frise, et bien derrière, je ne vais avoir à aborder que des notions précises liées à ce temps-là du procès. Donc moi, cette frise, elle prenait effectivement tout mon mur, donc derrière moi, du miroir jusqu'à Serge, et je les avais tous les jours devant moi. Tous les jours, je voyais ma frise qui était découpée de la manière suivante. Première instance, appel, pourvoi, avec à l'intérieur ensuite phase amiable, mise en état, etc., etc. Et en dessous, après, à chaque fois, j'avais les différents problèmes juridiques qui peuvent se poser à tel instant du procès. D'accord ? Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Ça permet de travailler ces fiches d'une manière différente, ça permet de travailler de manière visuelle. Et pour ceux qui, comme moi, ont une mémoire rédactionnelle, c'est-à-dire que plus on écrit, plus on apprend, ben, une fois qu'on a fait ces fiches, une fois qu'on a fait sa frise, ben, autant vous dire que là, on commence déjà à avoir une certaine expérience de la procédure civile et de savoir à quel moment on est et qu'est-ce qu'on attend de moi. S'agissant justement, ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail de comment résoudre un cas pratique en procédure civile, il y a une règle qui est commune à tous les cas pratiques que vous allez rédiger dans n'importe quelle matière, c'est le respect du syllogisme juridique. Ça, évidemment, vous y échapperez pas. Il faut le maîtriser. On vous l'apprend depuis la première année. Je vois encore en master que ce n'est pas toujours bien maîtrisé. Donc ça, c'est inévitable. Vous êtes obligé de le maîtriser. Mais avant ça, avant d'aborder le syllogisme et vous donner d'autres conseils pour brosser le correcteur dans le sens du poil, comme on dit, je vais vous montrer comment on doit utiliser son code. Je suis presque impératif là-dedans parce que je n'ai pas réussi le concours du CRFPA du premier coup. Donc j'ai vécu l'échec et j'ai dû me réinventer et j'ai dû apprendre d'une manière différente les matières que j'avais passées l'année d'avant. Procédure civile, j'avais eu la moyenne, c'était pas la difficulté, mais je me rendais compte qu'avec les autres matières que j'avais donc foirées, il aurait été bon que la procédure civile me permette de gagner un maximum de points. Et en fait, j'ai travaillé mon code différemment. Là, vous voyez par exemple, j'ai mis un exemple de post-it. J'ai encore regardé là à l'instant les modalités de l'examen pour le CRFPA 2019 et il est bien indiqué sur le sujet que vous avez droit au code, évidemment, il n'y a pas de difficulté, mais que le code peut être surligné ou souligné, y compris sur la tranche, donc ici, mais qu'aucune annotation manuscrite ne doit y figurer. Et on vous précise, les onglets marque-page ou signés non annotés sont autorisés. Donc, le petit post-it avec rien écrit dessus est autorisé. C'était pareil pour les examens en procédure civile notamment, mais en règle générale, il n'y a pas de difficulté. Certaines facs vont peut-être vous autoriser à écrire dessus, mais très franchement, je ne suis pas partisan de ça, parce qu'en réalité, ça n'aide pas. Ce qui aide, c'est le post-it. Donc, pour vous donner un exemple très simple, là, je prenais l'exemple tout à l'heure de la fiche à faire sur l'assignation. L'assignation, c'est l'acte introductif d'instance par excellence, celui qu'on utilise le plus, et qui contient, vous le savez, un certain nombre de mentions obligatoires. Bon. Le problème des étudiants qui n'utilisent pas leur code ou qui n'ont pas travaillé avec, c'est que prennent leur code avec eux à l'examen,
Et la première chose qu'ils vont faire, soit pour se rassurer, soit parce qu'ils ne connaissent pas le cours, c'est qu'ils vont aller dans les pages roses à la fin. Et puis ils vont aller bêtement à assignation. Regardez, hein, je prends le temps en même temps que vous, hein, vous allez voir le temps que ça prend. Arbitrage. Assignation. 54 et suivant. Hop, je file à l'article 54. Tac. Assignation. Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou requête ou déclaration. Chronométrez le temps que vous venez de perdre, en allant chercher à la fin quelque chose qu'en plus, normalement, vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, c'est grave. Il valait mieux pas passer le concours et il valait mieux pas passer l'examen pour votre partiel. Le post-it, il sert à quoi? À la même chose que ça. Ça, vous en avez 2 sur votre code. Forcément, c'est pas assez, puisqu'en règle générale, quand on résout un cas pratique, on a besoin de plusieurs articles en même temps. Mais le post-it, il a le même rôle que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un premier post-it au niveau de l'article 54. Bon, je sais que si j'ai un problème dans l'assignation, je prends ce post-it-là, j'irai directement dans l'article 54. Ça, vous me direz, c'est pas très compliqué, j'invente rien. Quelques subtilités malgré tout. J'avais organisé mon code de quelle manière? D'une manière chronologique, comme ma frise. Ce qui fait que, là je l'ai mis au bout, mais pour moi, quand j'ai mon code comme ça, je commence ici, c'est le début de mon procès. Et plus je vais comme ça, plus j'avance dans le procès. Concrètement, quand j'ai passé le concours du CRFPA, j'aurais aimé le faire à la fac, ça m'aurait permis d'avoir peut-être de meilleurs résultats encore. Quand je suis arrivé avec mon code, j'avais la première instance qui était ici, de la demande initiale au jugement. J'avais ensuite la procédure d'appel jusqu'ici, les recours extraordinaires ici, opposition, tierce opposition, pourvoi en cassation, etc. Et en bas, j'avais tout ce qui était un petit peu exceptionnel dans le cours, tout ce qui est principe directeur par exemple, les choses qu'on voit un peu moins. Donc j'avais des post-it partout autour de mon code, qui étaient donc par chronologie. Je savais donc, dans mon cas pratique, si j'avais un problème, ou dans ma frise, je sais que je suis au début du procès, je savais que je n'allais pas prendre mes post-it qui étaient ici. J'allais prendre forcément ceux qui étaient là, au début de mon code. Figurer en premier lieu l'assignation, puisque c'est le mode introductif de l'instance le plus classique. Et donc, qu'est-ce que je fais? L'article 54, il me donne la définition, il m'indique donc que l'instance peut être introduite par voie d'assignation. J'ai l'article 55, je vous le disais, qui me donne la définition de l'assignation. L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. J'ai mon fondement juridique avec ma définition. Que demande le peuple? C'est tellement simple que vous n'avez quasiment aucune jurisprudence en dessous. Il n'y a pas de débat. Cet article, il est bien. Il donne la définition. J'ai mon fondement légal et ma définition. Je satisfais le magistrat, l'avocat et l'universitaire avec la définition. On est bon. Je poursuis. On a l'article 56. L'article 56 qui nous dit « L'assignation contient peine de nullité outre les mentions prescrites pour les actes du d'huissier de justice ». Donc la virgule et le outre, ça veut dire renvoi à autre chose. Bon. Le jour de l'examen, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mes feuilles roses pour voir de quoi ça parle? Non. J'utilise quoi? Mes petits bandes rouges? Mais non, j'en ai qu'une. Donc qu'est-ce que je fais? Post-it, que je vais aligner au même niveau que mon assignation à l'article 648, parce que je sais que c'est à partir de l'article 648 que j'ai toutes les mentions obligatoires s'agissant d'une assignation. Et je saurai, le jour de l'examen, que si j'ai un problème au niveau de l'assignation, je vais aller vérifier tous les post-it qui seront alignés, parce que potentiellement, j'ai vu, avec tous les entraînements que j'ai faits et en travaillant mon cours, qu'une assignation, c'était aussi des mentions obligatoires visées par l'article 648. En fait, mes post-it, ce sont ni plus ni moins que des pense-bêtes. D'aucuns diraient que c'est une manière de tricher. Mais en réalité, ce sont des pense-bêtes. Ça veut dire que tous les post-it que j'aurai alignés avec le thème de l'assignation, à minima pour me rassurer et être sûr que je ne me trompe pas, je vais tous aller les vérifier. Parce que, au niveau du post-it que j'aurai mis, j'aurai surligné les éléments importants de l'article en question, j'aurai surligné en dessous les jurisprudences importantes, et avec un peu de chance, peut-être que le sujet qu'on m'a mis correspond à une jurisprudence qui est dans le code. Parce que c'est très souvent comme ça. N'oubliez jamais que les sujets sont souvent faits à l'aune de jurisprudence importante, figurant dans le code ou dernièrement rendus par la Cour de cassation. Quoi de mieux que de faire des sujets en s'inspirant de la vie réelle? Parce qu'on sait que l'étudiant ne pourra pas nous dire « Eh ouais, mais vous n'avez pas mentionné ce détail-là, vous n'avez pas envisagé cette possibilité. » Non, la solution, on l'a. Il y a un arrêt qui nous le donne. Vous ne croyez quand même pas qu'avec, dans les jurys qui font les sujets des avocats, des magistrats, on ne va pas vous donner des sujets inspirés de la réalité. Donc vous ne pouvez pas, à minima, refuser
de faire ce travail-là en amont que d'aller voir sous les articles toutes les jurisprudences qu'il y a, et parfois même d'aller voir les arrêts de cour d'appel, parce que vous prenez le risque de ne pas voir dans votre sujet un arrêt qu'en fait vous avez déjà vu dans l'année. Comme vous l'aurez postité et surligné, on ne pourra pas vous prendre au piège. D'accord? Donc à partir du moment où j'ai mis mon post-it sur l'article 56 qui prévoit les mentions obligatoires et que je l'ai mis sur l'article 648, en fait je vais faire le même système pour chaque article que je vais devoir citer pour résoudre un problème juridique en lien avec l'assignation. Par exemple, vice de fond ou vice de forme. Vice de fond ou vice de forme, concrètement, 112 et suivant. J'ai mon post-it qui est aligné, c'est le deuxième au milieu, 112. Et j'ai mon régime qui me suit ensuite, avec 114, qui me dit je dois avoir un texte qui prévoit le grief, qui prévoit la nullité, et ensuite que je dois justifier d'un grief. Il y a un autre, je pourrais mettre mon post-it partout, vous avez l'article 693 du CPC, qui est magique cet article. Cet article est magique parce qu'il vous dit quoi? Il vous dit les articles prévus au numéro tant à tant sont prévus peine de nullité, point. Et c'est quand même pratique quand vous avez par exemple l'article 655 qui vous dit que l'huissier de justice doit laisser un avis de passage, mais que l'article en lui-même ne dit pas que c'est prévu à peine de nullité. Bon, mais plutôt que d'essayer de se souvenir parce qu'on n'a pas mis son fichu post-it et qu'on part de 655 et puis on cherche et puis on est là, ah, merde, mais c'est où? Et perdre un temps fou à chercher dans son code, pas de problème. J'ai oublié le numéro d'article, bon ok, c'est pas grave. Je vais aller chercher tous les post-it. Je les regarde tous, puis j'y vais, puis je regarde. Et voilà, c'était celui-là. Bilan des courses, j'ai gagné du temps, ou en tout cas, j'en ai moins perdu. Donc ce système de post-it, il a plusieurs vertus. La première, c'est de vous permettre de continuer à avoir une vision chronologique du procès. La deuxième, c'est qu'un pense-bête. Et la troisième, c'est le gain de temps. Et qui dit gain de temps, dit en général gain de confiance en soi. Ou en tout cas, ça veut dire je ne suis pas en train de paniquer et je ne vais pas me rétamer à la fin avec, vous l'avez tous fait, moi le premier, au début on a une belle écriture, c'est magnifique, à la fin on est en mode hiéroglyphe, vous n'avez même pas relu la fin de votre copie, il y a des fautes partout. Le temps que vous aurez économisé grâce à ça, et la confiance que vous aurez gardée, votre sérénité que vous aurez gardée, c'est ça qui va vous permettre d'avoir peut-être 5 ou 10 minutes à la fin, de vous relire, de corriger les fautes que vous avez pu faire tout au long de votre copie, parce qu'il y en a forcément. Et là, votre copie, elle a une autre gueule. Votre copie, elle a une autre gueule. Donc clairement, je vous recommande de faire comme ça avec votre code, chronologiquement, système de couleurs. Voilà, on est sur la première partie du procès, première instance. En orange, vous allez mettre tout ce qui concerne l'assignation. En vert, vous allez mettre la mise en état. En bleu, vous allez mettre, je ne sais pas, les pouvoirs du JME. Vous prenez votre code couleur que vous voulez. Après, on est tous juristes. On a tous la passion du stabilo. Et on se rend vite compte tous que parfois ça manque de couleurs. Ça tombe bien parce que les post-it, il y a plusieurs couleurs, plusieurs matières, plusieurs formats, c'est-à-dire carré, comme ça, des flèches, des ronds. En matière de post-it, il y a largement de quoi post-iter son code. Largement. Donc, vraiment, c'est un investissement que je vous recommande de faire. Et surtout, ça va vous obliger à faire deux choses. La première, les cas pratiques, à force de les faire. Vous faites un cas pratique, vous voyez un article que vous n'avez jamais vu, post-it, je le mets en lien avec quoi? Ok. Mais ça doit vous obliger aussi à une chose extrêmement importante. Lire votre fichu code. Vous devez lire le code. Nous-mêmes, praticiens, en fonction des générations, je ne dis pas, la première chose qu'on fait très souvent maintenant, c'est Légifrance. J'ai un article, attends, je sais que c'est celui-là, tac, je vais voir. On n'a plus trop, en tout cas on a de moins en moins ce réflexe d'aller chercher dans le code. Le jour de l'examen, vous n'avez pas votre ordi, vous avez votre code. Vous devez le lire toute l'année. Vous devez l'avoir lu en fait dans l'année. Vous ne devez pas découvrir quelque chose dans le code. Vous ne pouvez pas, c'est interdit. Parce que c'est prendre le risque de tomber à l'examen sur une question qui ne vous dira absolument rien, alors qu'en fait, si vous l'aviez vu dans l'année, forcément, vos petits neurones ils vont s'allumer et vous allez vous dire « Attends, j'ai lu un truc là-dessus ». Et le fait de savoir que la réponse, elle est là-dedans et pas perdue là-dedans, je peux vous garantir que ça va vous rassurer. Le code, il est là aussi pour ça. Il y a toutes les réponses dedans, mais il est aussi là pour se rassurer, avec les post-it notamment, est-ce que vous aurez surligné à l'intérieur. Donc tout ça, pour moi, c'est essentiel. Et ça doit vous amener à faire quelque chose qui est important également, c'est ce que j'appelle brosser dans le sens du poil, c'est la présentation de votre copie. Je vais venir après la rédaction du cas pratique et aussi syllogisme. Je le dis chaque année à mes étudiants à Bordeaux, il y a une manière très simple de s'assurer de ce que le correcteur ne va pas être plus agacé que la moyenne en
corrigeant votre copie. La première des choses, évidemment, c'est d'avoir une copie propre. Pour avoir une copie propre, il faut avoir le temps de rédiger. Et ça, vous ne le prenez pas assez. Donc, petit conseil, avant de rédiger, prenez le temps de lire le sujet. Je considère, sur une épreuve de 2 heures, ça peut vous paraître énorme, mais je considère que quand on a la procédure civile à étudier, vous devez passer entre un quart d'heure et une demi-heure au brouillon. Le brouillon, ce n'est pas rédiger toute sa copie au crayon à papier. D'accord ? Le brouillon, c'est je prends le temps de lire 5 à 10 minutes le sujet. Je surligne, je souligne, quelle que soit votre méthode, mais j'identifie les notions clés qu'il y a dans le sujet. Il y en a plein. Si je prends par exemple le sujet du CRFPA de l'année dernière, vous avez de la chance, les sujets n'étaient pas rédigés comme ça à l'époque quand j'ai passé moi le CRFPA en procédure civile, mais vous avez 3 cas pratiques avec le barème de chacun des cas pratiques. Ça c'est parfait pour faire une stratégie. Quand je prends le premier article, j'ai ce que je dis moi à mes étudiants, un putain de pavé, un gros bloc de faits qui sont totalement inutiles pour résoudre mon cas pratique. Le premier cas, on va y venir après, mais le premier cas, il porte sur un problème lié au décès d'une partie. J'en dis pas plus parce que je vais faire un exemple après. Ça concerne le décès d'une partie. Le décès d'une partie pour un procès qui était initié s'agissant d'un bien immobilier. Dans le sujet, on vous dit que l'acte a été passé devant tel notaire à telle date. On vient presque vous expliquer que les personnes elles ont pris le café, le thé et que tout s'est bien passé, mais qu'un jour, il y a eu une difficulté. Il y a tout un tas d'éléments dans le sujet qui ne sont pas importants pour répondre aux problèmes juridiques. D'accord ? Ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne prenez pas le temps de lire votre sujet. Il faut prendre le temps de bien le lire, d'une part pour évacuer les informations qui ne sont pas importantes, mais surtout pour identifier le bon problème de droit. Et une fois que vous avez identifié le bon problème de droit, vous devez, grâce au code que vous avez postité et que vous connaissez, vous devez vous mettre au brouillon tous les articles que vous allez devoir citer. J'ai un problème par rapport à l'assignation, je sais, mode robot, 54, 55, 56. C'est quoi le problème précis ici ? Ah tiens, l'huissier, on me dit qu'il est passé chez la personne pour signifier l'acte. La personne n'était pas présente. Ok, signification de domicile. Ah, on ne m'indique pas qu'il y a eu un avis de passage. C'est lequel ? Attends, je crois que c'est 655. J'y vais, je regarde. Ouais, c'est là. 655. Je dois avoir en fait sur mon brouillon l'architecture de mon cas pratique. D'accord ? Il y avait 3 cas pratiques à faire. En un quart d'heure, une demi-heure, je dois avoir pris le temps de lire mes sujets et je dois avoir posé sur mon brouillon l'architecture de mes 3 cas pratiques. Ou en tout cas de ceux que j'arrive à faire. Peut-être que vous n'arriverez pas à tous les faire. D'ailleurs, autre conseil que je vous donne, en termes de stratégie, si je puis dire, il vaut toujours mieux faire la moitié d'un devoir correctement que tout le devoir à moitié. Parce que, exemple typique, si je fais 2 cas pratiques sur 3 à l'examen du CRFPA, je peux taper le 14. Évidemment, vous n'aurez peut-être pas tous les points. Mais entre 10 et 14, il y a quand même un beau delta. Hein. On parle plus de petite fourchette là. Hein, d'accord ? Entre 10 et 14, ça veut dire que vous avez, si j'enlève le temps de préparation, 1h30 pour faire 2 cas pratiques. 45 minutes. 45 minutes pour arriver à faire dans le détail des cas pratiques. C'est largement suffisant. En réalité, un cas pratique comme ça en procédure civile, vous ne devez pas passer, de toute façon vous avez 2 heures, donc 2 heures divisé par 3 cas pratiques, vous faites vite le calcul, vous enlevez le temps de préparation, mais votre temps de préparation, il vous fait gagner du temps sur la rédaction. Donc il ne faut pas le négliger. Mais concrètement, vous devez vous dire qu'il vaut mieux faire les 2 premiers cas pratiques à fond, quitte à en dire trop, mais pour blinder les 2 premiers cas pratiques et viser le 14, que de faire les 3 à l'arrache, au début bien écrit, à la fin en mode hiéroglyphe, on ne comprend plus rien, et puisque vous avez voulu finir plutôt que de bien faire, et à la fin vous avez la moitié de tous les points. Donc 3,5, 3,5, 3. Ça fait 10. Vous faites les 2 premiers correctement, à fond, je peux vous garantir que vous aurez entre 10 et 14. Donc c'est toujours pareil. Il vaut toujours mieux faire la moitié du devoir, mais bien faite, que tout le devoir à moitié. Donc ça, c'est un premier conseil. Ensuite, quand vous allez rédiger, une fois que vous avez votre travail de préparation et que vous savez où vous allez rédiger. Donc, très attention, on rédige le plus proprement possible, une seule et même couleur. Je choisis le noir, je termine au noir. Je ne souligne rien avec une autre couleur.
C'est pas du tout misogyne, je dis ça aux filles. On met pas le grand 1 si on met des titres soulignés en rose, le B en rouge. Les garçons, on m'écrit pas tout en rouge, c'est une seule et même couleur, à savoir le bleu ou le noir, et on garde tout. Je souligne, c'est de la même couleur. Pourquoi il ne faut pas de signe distinctif? Aucun signe distinctif, c'est un motif pour vous donner un 0, c'est éliminatoire. Donc on écrit le plus correctement possible, on saute des lignes. De grâce, on saute des lignes. Ne faites pas des gros pâtés, ce que j'appelle des gros pâtés, c'est-à-dire voilà, j'ai un problème sur l'assignation. Allez, tiens correcteur, je vais te montrer qu'avec mes post-it, j'ai oublié aucun article. L'article 54 dispose que, l'article 55 dispose que, l'article 56 dispose que, l'article 648 dispose que, bref, j'ai tout, le gros bloc de droit, et puis ensuite j'ai le gros bloc par rapport aux faits. Donc je suis moi, correcteur, obligé de me refarcir. Ok, donc là il est en train de parler de ce qui est mentionné dans l'article 56, d'accord, ensuite, c'est pas compliqué. C'est un peu comme ça qu'on m'a appris à travailler, une phrase, une idée. Vous me balancez un article en l'espèce, tac. À chaque situation, vous faites le syllogisme juridique. Je vais y revenir. Donc vous sautez des lignes, il faut que la copie elle soit plaisante à lire. C'est important, ne sous-estimez pas ça. Pardon. Un correcteur qui prend la première page, il regarde l'intérieur, il n'y a que des blocs, on n'a aucune ligne qui a été sautée, on voit que c'est mal écrit et tout, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller parce qu'on a un timing serré pour rendre vos copies. On a un barème qui est prêt. Donc il faut faciliter au maximum le correcteur dans sa lecture, dans sa compréhension et dans sa correction. C'est la même manière que pour nous, avocats, quand on doit rendre notre dossier au magistrat. Si je lui rends un dossier qui n'est pas classé, qui est dégueulasse, comment voulez-vous qu'il ait envie de mettre le nez dans mon argumentation? Et comment voulez-vous qu'en réalité, il se dise « Ouais, c'est cadré, ordonné, c'est rigoureux, j'ai tout ce qu'il faut, ouais, franchement, je suis convaincu. » Si c'est le bordel, c'est pas vrai. Donc le correcteur, c'est exactement pareil. Donc essayez d'avoir une copie aérée le plus possible. Ensuite, là par exemple, vous aviez 3 cas pratiques au CRFPA. En fonction de votre université, ça peut aussi se passer comme ça. Vous pouvez avoir des situations où vous avez plusieurs cas pratiques. C'est pas dérangeant, mais c'est toujours un peu enquiquinant pour le correcteur, alors qu'il a son barème en tête, alors qu'il a tout le cheminement du raisonnement de chacun des cas pratiques, avec le 1, le 2, le 3, le 4, puisque en amont ça a été préparé, que de voir un étudiant qui va commencer par le 4, faire le 2, le 1, puis le 3. Parce que nous, après derrière, on va chercher notre correction, et puis on repart. C'est comme si vous avez des astérisques un peu partout. Parenthèse, arrêtez ça. Votre copie, si vous l'avez préparée au brouillon, vous ne pouvez pas normalement avoir à un moment donné une astérisque dans la marge et CF, page 12. Je vais aller chercher au bout, ok d'accord, parce que moi quand je corrige, je suis là, ok non ça c'est faux, ah, post-it, astérisque, je vais voir à la fin, ah ok, allez, et je gomme, et je retourne. C'est chiant, je vous dis c'est chiant, on doit le faire, c'est pas le problème, mais à la fin, il faut séduire son correcteur. C'est plus facile à l'oral, hein, mais à l'écrit c'est possible aussi. Donc il faut faire cet effort de rédaction et de présentation. Et donc, quand il y a plusieurs cas pratiques, qu'est-ce que je conseille à mes étudiants? Une copie double par cas pratique. Et à la fin, je les classe dans l'ordre. Le correcteur, il ne saura jamais que vous aviez peut-être commencé par le 3, que vous aviez suivi avec le 1, le 4, puis le 5. Enfin, à la fin, ils sont rangés dans l'ordre. Et vous n'avez pas la difficulté, parce que certains le font parfois, vous commencez à rédiger le cas 2, puis ah, je suis pas sûr. Bon, je laisse un trou, et puis je continue l'autre. Et puis quand vous y revenez, ah merde, j'ai pas prévu à cette place. Et puis là, j'ai ce fichu astérisque qui me dit de renvoyer en page 12. Donc ça, c'est très agaçant pour un correcteur. Donc petit conseil, CRFPA 2020, vous y allez d'emblée. 3 cas pratiques, ok, 3 copies doubles, paf. À la fin, vous les rangez dans l'ordre. Le correcteur, il sait qu'il va étudier le cas 1, le cas 2, le cas 3. Il a son barème et il va aller au fur et à mesure. Il va ouvrir la copie. Ah, parfait. Les lignes sont sautées, même couleur partout. La personne a pris manifestement a eu le temps, puisque c'est pas très bien écrit au début et mal écrit à la fin, c'est un signe ça aussi. Hein. C'est aussi comme ça qu'on voit l'étudiant qui a gagné du temps ou pas. On oublie, hein, je dis ça aux étudiants et aux ceux qui passent le CRFPA, le petit commentaire à la fin de la copie, désolé j'ai pas eu le temps, dommage. Mais ça n'attendrit absolument pas le correcteur, hein. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Donc ça, petit conseil, un cas pratique, une copie double, et à la fin vous les rangez dans l'ordre. On en vient du coup maintenant au plus important, le syllogisme. C'est ça qu'on vous demande. Le cas pratique en procédure civile, c'est le syllogisme. Le syllogisme, c'est pas très compliqué. En réalité, vous le faites tous dans votre tête. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas
à le retranscrire fidèlement à l'écrit. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants. La procédure civile, très souvent, il y a un problème qui est posé, vous connaissez la réponse. Vous pouvez nous dire directement, il y a une assignation très vite, vous pouvez nous dire si l'assignation elle va être annulée pour vice de fond ou vice de forme. Ce qui vous manque en fait, c'est de bien viser tous les articles, de donner bien toutes les définitions, parfois la jurisprudence adéquate, et d'arriver à cette fameuse conclusion. Donc vos plus gros travail, en fait, très souvent, c'est pas forcément de comprendre et d'avoir la bonne réponse. Votre travail, c'est d'arriver à retranscrire ce qui s'est passé dans votre tête pour arriver au bon résultat. C'est un peu un travail à rebours. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu avec mes étudiants. Et donc ce syllogisme, c'est ça qu'il doit retranscrire. Il doit retranscrire le raisonnement que vous avez eu en tête. Et donc le syllogisme, vous connaissez la majeure, la mineure, je ne reviens pas là-dessus. Mais quand j'ai par exemple un cas pratique de procédure civile qui porte sur l'assignation, je ne peux pas commencer mon développement sans citer du droit. Une fois que j'ai fait mon mini rappel des faits, c'est-à-dire que j'ai dit, voilà, j'ai un cas pratique, j'ai un sujet qui me dit il s'est passé ça, ça, ça. J'exclus tout ce qui n'était pas important dans mon sujet. D'accord ? Je garde que ce qui est important et j'identifie le problème de droit. Il est plus ou moins posé dans le sujet du CRFPA 2019. Pour les étudiants, en règle générale, il y a deux options. Soit l'enseignant donne la problématique directement, soit vous devez vous-même l'identifier. Mais en général, vous y arrivez. Il peut y avoir des difficultés sur la manière de rédiger la question. Ça, c'est souvent un problème pour vous. Je constate que très souvent, vous avez la bonne question traduite vulgairement, comme quelqu'un qui n'utilise pas de langage juridique. En fait, traduisez juridiquement la question que vous venez de vous poser avec vos propres mots. Ça, déjà, ça permet en général d'avoir une question un peu plus ciblée. Mais concrètement, une fois que vous avez fait votre rappel des faits, que vous avez identifié le problème de droit, quand vous commencez à répondre, ça ne peut pas être autre chose que du droit. Ça ne peut pas. C'est soit un article, soit une jurisprudence. Ça ne peut pas être autre chose. Parce que vous devez faire la majeure, vous devez fixer le cadre juridique. Et comme je le dis, la procédure civile étant une matière très mécanique, une fois que vous avez identifié le problème juridique avec l'article qui s'applique, c'est un système de tiroirs. Mes tiroirs, ce sont mes post-it. Si j'ai un problème avec l'assignation, très bien. Je sais que ça ne peut être que les post-it qui seront alignés ici. Si je vais chercher là, c'est que clairement je suis bourré ou défoncé, voire les deux. Donc, à partir du moment où j'ai cité mon article, soit c'est un article qui me donne des définitions, style 54 et 55. Et appliqué au cas d'espèce, ça ne sert à rien. Mais au moins, j'ai mon cadre. J'ai posé le cadre juridique, je vais étudier l'assignation. Je satisfais l'universitaire d'une part parce qu'il voit que j'ai donné la définition d'assignation. Ça marche pour beaucoup de choses. Le pouvoir, par exemple. Le pouvoir, vous devez connaître la définition sur le bout des doigts. Pourquoi ? Parce que dans la définition, en tout cas celle qu'on enseigne à Bordeaux, vous savez qu'il peut y avoir plusieurs sources s'agissant du pouvoir. Ça peut être un pouvoir conventionnel, ça peut être un pouvoir judiciaire ou un pouvoir législatif. Donc quand vous connaissez la définition, vous n'oubliez pas, il y a trois sources, je vais devoir aller identifier. Si j'ai un avocat, son pouvoir c'est quoi ? C'est le mandat. Et le mandat, il y a des articles précis dans le code, 411 ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Tout ça, c'est pareil, c'est postité, c'est d'affilée. Et à la fin, évidemment, votre article 56, avec les mentions obligatoires ou l'assignation, je vais peut-être avoir des post-it partout, de différentes couleurs, qui vont être alignés avec d'autres éléments. Mais c'est pas grave. Si sur mon article 56, j'ai des post-it partout, je sais que j'aurai balisé tous les cas pratiques qui peuvent m'être posés par rapport à l'assignation. Je ne pourrai pas me tromper. Donc si j'ai un trou le jour J, c'est pas grave, j'irai tous les chercher. Ça passera. Et donc mon syllogisme juridique, ça marche comme ça. Dès que je cite un article, je regarde. J'ai une assignation, ok, on me dit quoi dans le sujet, il y a telle diligence qui a été faite, telle qui n'a pas été faite, tel article prévoit, je vise l'article, je dis en l'espèce il y a eu ça, conséquence, ça va être quoi ? D'accord ? Le syllogisme juridique, c'est ça. C'est je vise le droit, je regarde qu'est-ce qui se passe au cas d'espèce, qu'est-ce qui a été oublié ou pas, et je conclus. Et je dis, en l'espèce, il s'est passé ça. Et attention, vous êtes sur des cas pratiques, généralement vous êtes du côté d'une partie, vous êtes l'avocat, et donc vous devez défendre quelqu'un. Interdiction de mettre sur une copie, le juge tranchera. Ça relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Non, vous êtes là pour défendre quelqu'un. Un coup vous allez être pour le demandeur, un coup vous allez être pour le défendeur. Il va falloir à chaque fois prendre son parti et dire, voilà, il va devoir faire ça, il va falloir qu'il fasse attention à ça. Vous ne devez jamais laisser le correcteur avec un choix à faire. Vous ne pouvez pas dire, si ça constitue un grief, il y aura une nullité pour vice de forme, et l'assignation sera déclarée nulle. Mais s'il n'y a pas de grief, ça ne sera pas nul. Et donc le procès continuera. Interdit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez trancher. L'étudiant qui nous laisse le choix, en général, on n'aura pas le choix que de mettre 0. Parce que ce n'est pas à nous de choisir. Parce que vous défendez quelqu'un, et moi, quand je suis devant un tribunal, je ne suis pas en train de leur suggérer 2 solutions possibles, et allez-y, choisissez la meilleure. Je dois dire ce par quoi moi je suis convaincu.
Et donc, la meilleure manière pour vous de convaincre la personne, c'est souvent parce que il y a une jurisprudence qui a été citée ou parce que vous avez les bonnes définitions, vous ne vous êtes pas trompé dans le régime juridique, etc., etc. Donc si je fais un petit peu un exemple rapidement, sur l'examen du CRFPA 2019, vous vous trouvez en ligne, vous tapez CRFPA 2019 et vous avez directement accès au sujet. J'ai 3 cas pratiques. Le premier, j'ai limite pas besoin de lire tout le bloc qu'il y a avant, juste je lis la fin, juste pour savoir sur quoi ça va porter. Et je regarde, l'assignation signifiée régulièrement par huissier, etc. Deuxième ligne, Madame Machin décède. Le décès, mot-clé. Pourquoi? Parce que si j'ai bossé mon cours, je sais que si quelqu'un est mort, ça constitue une interruption. Et quel est l'avantage? Pourquoi ce serait intéressant dans un cas pratique niveau CRFPA, mais même niveau master, hein? Je rappelle que le CRFPA c'est niveau master 1, donc tous mes étudiants qui regardent cette vidéo, c'est du même niveau pour vous. Il faut juste vérifier si ça a été vu dans l'année. Mais il n'empêche que c'est du même niveau. Le décès, ça entraîne l'interruption. Pourquoi c'est important, je disais? Parce qu'il y a des modes d'interruption automatiques et il y a des modes d'interruption qui ne sont pas automatiques, qui sont soumis à la réalisation d'une diligence particulière. Or, le décès d'une partie, c'est une cause d'interruption de l'instance, mais ce n'est pas une cause automatique. Et les 7 points, ils sont là, puisque la question qui vous est posée, c'est on vous demande de faire une consultation sur les implications procédurales complètes de ce décès et sur les moyens dont il dispose pour garantir la poursuite de la procédure. Donc on vous demande d'identifier qu'est-ce qui se passe avec un décès et on vous demande de dire qu'est-ce que je dois faire pour que l'instance se poursuive. Ça, quelqu'un qui est efficace dans la lecture de son sujet, il ne s'est pas emmerdé à lire tout le bloc avant, il est allé à la fin parce qu'en règle générale, le problème, on vous le met à la fin, pas au début. Vous allez vous servir des éléments qui sont au début. Mais votre problème de droit, en général, il est à la fin. Et là, moi, en 2 secondes, j'ai vu le mot décès. Je fignole un petit peu, je regarde, il y a le fils qui est là, ok, j'ai appris le décès comme ça. Et après, je fais mon cas pratique, au brouillon, avec le syllogisme. Ok, le décès, de mémoire, je vais faire comme si je faisais de mémoire, mais je suis allé voir. Quel article prévoit le cas du décès d'une partie, interruption de l'instance, article 370 du CPC. Voilà, paf, le cœur de mon problème, il est là. Donc après, je vais aller voir dans mon code, dans mes connaissances, qu'est-ce que je dois citer comme jurisprudence ou comme élément de cours ou comme définition, à quel moment je suis dans le procès. Là, on me dit l'assignation a été délivrée, je suis en cours d'instance, de mémoire, je reprends, il y a un JME, voilà, il y a un juge de la mise en état qui a été désigné. Donc tout ça, ça va être important, puisque tout ce que je dois faire pour garantir la poursuite de la procédure, je vais le demander à qui? Au bureau de jugement, si je suis devant le CPH, au JME, à la formation collégiale, c'est ça votre job. D'accord? Et donc là, sur le cas pratique, le premier cas pratique du CRFPA en 2019, le problème est porté sur une cause d'interruption d'instance. 7 points, c'est cadeau. C'est cadeau. Vous allez vous rendre compte, notamment avec mes conseils et puis avec tous les cas pratiques que vous allez faire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à la fin, plus on s'entraîne et moins on est surpris par les cas pratiques qu'on peut avoir. Il faut s'entraîner. Plus vous vous entraînez, plus vous saurez répéter les gestes, un peu comme au sport, quoi. Plus vous vous entraînez, plus vous saurez rédiger comme il faut. Plus vous allez faire de cas pratiques avec des vices de fond et des vices de forme, plus vous saurez nous remettre la définition du vice de fond et du vice de forme pour les différencier tous les deux. Et plus vous ferez des cas pratiques, moins vous serez surpris par les hypothèses de problématiques qu'on peut vous soumettre. Et plus vous lirez votre code, plus vous saurez où on veut vous amener. Si je prends l'exemple du sujet numéro 9, que vous avez aussi en correction vidéo, vous voyez que le JME a proposé une médiation. Quelqu'un qui n'a jamais lu son code et qui n'a pas fait gaffe à toutes les prérogatives du JME, il va se dire ouais, ok, il n'y a pas de problème. Ouais, il fait une médiation, ok, tant mieux. Non, ça fait partie de ses pouvoirs. Si je sais que le juge de la mise en état peut le proposer, je dois faire le lien, ce sont les pouvoirs du juge. Ok, il a un pouvoir, mais il est absolu? Non, il y a des conditions à respecter, il y a un cadre. Et c'est peut-être sur ça qu'on m'interroge. À chaque fois, ça se passe comme ça. Donc voilà un peu les conseils que je pouvais vous donner sur la manière de travailler la procédure civile. Le coût du code, par exemple, là, ça se fait aussi dans les autres matières. Je pense à la procédure pénale notamment. En droit civil, droit des obligations par exemple, c'est pas forcément aussi vrai. C'est-à-dire que mettre tous les post-it alignés parce que tel article renverrait à un autre, c'est pas forcément comme ça en droit civil, en droit des contrats notamment. Mais le post-it est de toute façon ultra nécessaire parce qu'il vous permet d'avoir un repère et donc de trouver plus facilement les informations dont vous avez besoin et éviter de perdre du temps avec les pages roses de votre code.
Donc voilà tous les petits conseils que je pouvais vous donner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont des corrections des cas pratiques que je vous prépare gratuitement sur mon site. Vous avez donc la chaîne YouTube Journal de Bar qui vous donne accès aux corrections détaillées. Vous avez la possibilité de commenter. Donc si vous avez des demandes de conseils, des questions particulières, n'hésitez pas. J'essaie de répondre assez rapidement à toutes les questions qui sont posées. Et l'objectif, c'est clairement d'avoir un maximum de contenu d'ici l'épreuve du CRFPA notamment. Et puis chaque année, ça sera étoffé. Et derrière, le but est d'avoir une source et une base de données accessible gratuitement aux étudiants qui veulent passer ce concours. On pourra, je pense, faire une vidéo de ce qu'est ce métier et qu'est-ce qui fait qu'on ne doit pas se détourner de cette voie si on est convaincu de vouloir devenir avocat. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. La chaîne YouTube Journal de Bar va s'étoffer au fur et à mesure. Elle n'en est qu'à ses balbutiements, comme on dit. On en est à l'état embryonnaire. Mais je vais la compléter. D'autres professionnels interviendront, que ce soit avocats, huissiers, magistrats. Des interviews seront réalisées. Bref, ça va s'étoffer beaucoup plus pour que vous ayez accès à tout ce à quoi j'aurais aimé moi avoir accès et gratuitement. Donc travaillez bien, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis disponible via mon site internet, sur Facebook aussi. Donc n'hésitez pas et surtout via la chaîne YouTube où vous pouvez commenter directement et essayer de travailler tous ensemble un maximum. Je crois aussi que l'union fait souvent la force. Bonne journée à vous, fin de journée, bonne nuit, en tout cas à très bientôt.